Ce qu'on entend, c'est le flux de pétrole dans les tuyaux. Ese sonido que escuchan es el petróleo en todas las fases. Du pétrole brut cubain, pompé du gisement Fraile découvert en 2019. La nouveauté, c'est qu'on récupère à la fois le pétrole et le gaz sans rien laisser perdre. Solamente se separa petróleo y gas. On les sépare dans la grande citerne blanche. Le gaz s'en va par gazoduc, mais le pétrole pour le moment par camion. La centrale Ernesto Che Guevara est une des deux seules à utiliser le brut cubain pour produire de l'électricité. Un pétrole difficile à utiliser. Un petróleo con un alto contenido de vanadio, un alto contenido de azufre. Parce qu'il contient énormément de soufre et de vanadium qui endommagent les tuyaux et les valves. Les pannes sont nombreuses. Il faut être vigilant nuit et jour. C'est à en perdre le sommeil en cette période de crise énergétique, admet le directeur, dans ce nœud névralgique parce qu'il est tout près de la capitale. Cuba n'a pas le choix. Le pétrole cubain remplace le vénézuélien et le mexicain bloqués par les États-Unis. Il compte pour 40% de la production d'électricité. Ce n'est pas suffisant. Cuba mise sur l'énergie solaire, mais il s'y est pris très tard. Elle ne compte que pour 10% de la production d'énergie. Cela fait longtemps que Cuba rêve à l'autosuffisance. La centrale nucléaire soviétique inachevée de Cienfuegos en ruine est l'expression du rêve brisé. La centrale Che Guevara n'a pas été terminée non plus. Elle devait produire 1300 mégawatts, elle n'en produit que le tiers, quand tout va bien. Les centrales thermiques, soviétiques également, sont désuètes et impossibles à entretenir. Lancées en 2015 par Raúl Castro, les réformes énergétiques n'ont jamais abouti. À qui la faute? À la crise économique exacerbée par les sanctions américaines. Mais ce n'est pas tout. Il y a le sabotage de la bureaucratie à toute mesure de changement, de renouvellement, de modernisation. Mais il y a aussi la manque de volonté politique et d'efficacité politique de la plus haute direction du pays. Les Cubains s'y sont mis, chez eux, dans les rues. Les véhicules électriques se multiplient. On les équipe de panneaux solaires pour ne plus dépendre du réseau. Cuba compte être complètement autosuffisant en énergie renouvelable en 2050, 40% en 2035. D'ici là, le pétrole cubain ne suffira pas. Pour l'instant, la Russie est la seule bouée de sauvetage. Les 700 000 barils du pétrolier Anatoly Kolotkin ont permis aux Cubains de la Havane de retrouver une vie presque normale. Mais pour l'instant, pas d'autres pétroliers russes à l'horizon. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, La Havane. Margot-François, merci d'être toujours avec nous. Je vous propose d'aller justement à Bogota, rejoindre Jean-Michel Leprince. Vous êtes en reportage, effectivement, en Colombie. Alors, Jean-Michel Leprince, dans votre reportage sur Cuba, vous avez pu rencontrer des très hauts fonctionnaires. Et ce qui surprend quand même, c'est quand on entend cet économiste qui parle, qui critique l'économie. Déjà, est-ce que ces hauts fonctionnaires, ils sont dans leur tour d'ivoire, où ils voient vraiment que leur pays et leur économie est en train de s'effondrer. Et puis, comment expliquer leur ton assez franc, finalement, sur la situation ? C'est qu'il y a un ras-le-bol, là. C'est très net. En 2023, j'ai fait des reportages semblables. J'ai été étonné parce que j'ai rencontré à peu près les mêmes personnes qui s'exprimaient de façon très, très dure. Rendu à Montréal, au montage, je me suis dit, mais est-ce que je suis en train de me faire piéger, là? Ce que disent ces gens-là, c'est du jamais entendu à La Havane. Ils sont très, très critiques. Alors, ça touche surtout le côté économique. Mes collègues l'ont dit avant, le côté politique, on n'y touche pas. Carlos Alzugaray, l'ancien diplomate qu'on voit dans le reportage, nous a dit, côté politique, moi, j'aurais bien aimé quand même pouvoir élire mon président, avoir un choix. Mon député, je vote pas parce que je l'aime pas et j'avais pas le choix. C'est des députés imposés, ce sont des gens du parti. Alors, côté politique, on n'y touche pas. C'est vraiment tabou pour le moment, mais côté économique, c'est clair. C'est un fiasco total de la gestion économique cubaine, alors aggravé par les sanctions, bien sûr. Et c'est bien que maintenant, on voit pas trop comment on pourrait s'en sortir. C'est un cercle vicieux. Il y a la pression américaine qui rend encore plus immobile le gouvernement cubain sur le plan économique. Bref, il y a des mesures vers
plus d'ouverture à l'entreprise privée. Alors on parlait du pétrole aussi, ça c'est très important parce qu'il n'y a pas de pétrole russe à l'horizon, c'est fini. Même les Russes ont peur de Trump, je dirais le Mexique évidemment, c'est pareil, ils sont coincés. Le Canada c'est pareil, le Brésil on peut se demander, mais on sait, c'est encore secret qu'il se négocie des importations de pétrole des États-Unis via des entités privées. Mais c'est tout ce qu'on sait, ce qu'on peut dire pour le moment. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres négociations à un niveau politique? Ça, pour l'instant, j'en vois pas, enfin, j'en entends pas parler. Question, Margot, François, on se demande en fait aujourd'hui qui peut encore aider Cuba et est-ce que Cuba a encore des alliés? Alors, les alliés traditionnels, on va dire, récents de Cuba, c'était bien évidemment le Venezuela, qui, après la chute de l'URSS, a pris le relais pendant les 2 décennies. Ensuite, le Mexique récemment a pris le relais et on pense évidemment à la Russie et la Chine. La Russie sur de la coopération notamment militaire et puis voilà, on l'a vu ponctuellement aussi de l'envoi de pétrole. Et la Chine, des relations un petit peu plus ponctuelle ou en dents de scie, puisque de temps en temps, la Chine va effacer la dette cubaine et puis se braquer un peu dans les échanges parce que Cuba reste mauvais payeur, on le sait. Mais voilà, revenir investir, notamment dans ce programme solaire. On sait que la Chine est le premier acteur, mais de façon aussi prudente, parce que toujours le coup près de l'embargo américain. Et on sait que certaines entreprises chinoises ont dû fuir l'île de Cuba après avoir subi des sanctions pour avoir fait du commerce avec l'Iran notamment. Qui a le pouvoir à Cuba? Le Parti communiste ou le président Díaz-Canel? Alors c'est un peu compliqué parce qu'à Cuba, il y a une forme d'État dans l'État. En réalité, pendant très longtemps, ça a été l'image du leader charismatique Fidel Castro, puis son frère à sa suite quand il est tombé malade. Depuis 2018, Miguel Díaz-Canel a un peu moins de légitimité. Il est né après la Révolution, il ne fait pas partie des personnes qui ont combattu. Et voilà, il a la tête de ce gouvernement. Mais en réalité, les personnes qui tiennent les rênes au moins de l'économie et de tous les secteurs d'activité stratégiques, ce sont les forces armées révolutionnaires et notamment cette fameuse entreprise. Et le petit-fils aussi de Raúl Castro qui discute manifestement en ce moment un peu avec les États-Unis. En fait, dans la conquête, dans la révolution cubaine, le leader charismatique et politique, c'était Fidel, et le leader militaire, c'était Raúl. Et donc maintenant, quand on parle des forces armées révolutionnaires, il est logique que les héritiers de Raúl Castro soient aussi positionnés stratégiquement au sein des FARC, et donc dans ces conglomérats d'entreprises publiques qui gèrent un peu dans l'ombre aussi l'essentiel des investissements à Cuba. Margot, François et Jean-Michel Leprince, vous restez avec nous. On va regarder un autre reportage, justement, Jean-Michel, que vous avez réalisé sur place. On l'a dit, ce pays a tenté d'engager des réformes en autorisant notamment le secteur privé. C'était dans les années 2010. Un changement de doctrine majeur qui n'a pas connu le succès escompté. En 3 ans, Martín n'a plus que doublé sa production de crème glacée de yogourt. Il a été un des premiers à profiter des nouvelles lois sur les petites et moyennes entreprises. Un de ses rêves s'est presque réalisé, vendre dans toute l'île. Il vend dans 10 provinces, il lui en manque 5. Il doit encore importer toute sa matière première. Même le sucre vient d'ailleurs. Cuba ne produit rien. Pour passer à travers la crise énergétique, il a dû acheter 3 génératrices. Mais il lui faut du diesel. Comme entreprise privée, il a pu l'importer directement des États-Unis. Il n'y a pas une crèmerie dans le monde qui doive importer son pétrole. Clamanta a 100 employés, le maximum permis. Maylène gagnait 7000 pesos comme directrice d'école. Chez Clamanta, elle en gagne 10 fois plus, 133 $ par mois au lieu de 13. Clamanta est le résultat tenace d'une lente et timide ouverture au secteur privé amorcée dans les années 90. L'expansion s'est arrêtée peu après. Des réformes reprises en 2011. Nouveau blocage, parce que l'économiste Juan Triana qualifie de résistance destructrice. Bureaucratie et immobilisme dans le Parti communiste. Les différences de salaire, les revenus élevés des entrepreneurs privés font des jaloux.
Le principe d'égalité pèse lourd dans l'idéologie du Parti communiste cubain. Ce sont des préjugés hérités de notre vieille culture politique. Le secteur privé est encore perçu comme un mal nécessaire, comme l'ennemi. Martine projette de distribuer bientôt 20 000 yogourts dans tous les hôpitaux de La Havane. Même s'il se dit fidèle à la révolution, il voudrait devenir une vraie entreprise privée. Il veut 200 employés au lieu de 100, des réfrigérateurs, plus de camions, des succursales dans le pays. Tout ça n'est pas encore permis. Juan Triana croit que ce sera possible. Cette fois-ci, c'est la bonne. La situation économique critique ne peut plus empêcher les réformes du secteur public et l'ouverture au secteur privé. La loi est votée. Et on a fait la preuve que les PME peuvent contribuer à rendre le pays meilleur. Martine attend la suite avec grande impatience. Et au lieu du lait en poudre importé, il veut du vrai lait de vache, cubaine, comme ses parents en élevaient autrefois. Pas seulement sur les camions. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, La Havane. Et Jean-Michel Leprince, comment expliquer que ce qui a finalement fonctionné en Chine, l'ouverture au secteur privé a parfaitement fonctionné en Chine, pourquoi là, ça n'a pas marché à Cuba ? Nos interlocuteurs, tous ex-diplomates, économistes, disent qu'à un moment donné, ça fait peur quelque part au sein du parti, au sein du comité central peut-être. Donc on ouvre un petit peu et de peur de perdre le contrôle, on referme un peu. Ce que disent les gens en ce moment, c'est que c'est rendu à un point tel qu'on ne peut plus resserrer la vis. Il va falloir que ça s'ouvre à un moment donné économiquement aux petites et moyennes entreprises. Et l'idée de l'époque d'Obama, c'est que en ouvrant un secteur privé, ce secteur allait favoriser la naissance de la démocratie à Cuba. Ça ne s'est pas évidemment produit, mais c'est ce qu'on espérait à l'époque sous Obama aux États-Unis. Margot, François, on va regarder un peu les secteurs d'activité de l'économie cubaine. On voit notamment en pole position l'éducation, devant la santé, devant l'industrie. Bon voilà, ça reste deux acquis forts. Si on devait se demander que reste-t-il de la révolution cubaine. Mais bon, c'est pas forcément hyper porteur économiquement parlant, l'école et la santé. Alors ça dépend. La santé, par exemple, pendant longtemps, a bénéficié à Cuba sous forme d'une espèce de diplomatie médicale, mais qui rapportait un peu d'argent. Parce que quand Cuba envoyait des médecins ou des infirmières... Exactement. C'était pas gratuit et c'était aussi une monnaie d'échange. Par exemple, avec le Brésil, comme Cuba est quand même dépendante à plus de 70% de l'importation, contre une importation à des taux avantageux aussi. Mais de toute façon, ces médecins-là sont rémunérés, c'est l'État cubain qui est rémunéré et qui reverse un salaire à ces médecins. Et puis ça a vraiment fonctionné aussi sur un mode de soft power au moment du Covid, où des brigades de médecins cubains sont arrivées en Italie au moment où l'Europe se demandait si c'était une problématique européenne ou pas, ou un problème simplement italien, le Covid quand même. On a des médecins cubains en Bretagne en ce moment. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de fort et qui ramène de l'argent. Pour l'éducation, c'est aussi quelque chose qui fonctionnait bien jusqu'à peu à La Havane et qui pouvait permettre aussi à des étudiants étrangers de venir faire leurs études à Cuba, notamment en médecine. D'ailleurs, il y a des étudiants latino-américains qui viennent étudier à Cuba. Donc ça fonctionne un petit peu et ça rayonne pour le pays. C'est vrai que le taux d'alphabétisation est très très important à Cuba. Oui. Il a même un temps été devant les États-Unis. On est passé de 70% à 96% en un an après la Révolution. Alors, on va regarder quelques autres chiffres au niveau de l'économie. On voit les chiffres du PIB, le revenu moyen à 2 000 € par an, c'est pas beaucoup. Et surtout le taux de chômage, 1 à 3%. Ça paraît extrêmement faible. Est-ce que ces chiffres sont fiables ? C'est un peu particulier, on parlait du système communiste centralisé, du plein emploi à Cuba. En fait, il n'existe pas de pension de chômage. Déjà, tout le monde est censé travailler et tout le monde doit trouver un travail sous la Révolution. Si vous prenez une chaise et que vous vous installez au pied de l'ascenseur, vous devenez gestionnaire d'ascenseur. Donc en fait, l'idée, c'est que finalement, personne n'est vraiment au chômage, mais il y a peu de gens qui gagnent vraiment bien leur vie, quoi. Exactement. En tout cas, dans le secteur public, c'est le cas, oui. Jean-Michel Leprince, est-ce que la menace de s'emparer de Cuba, elle est crédible ou pas ? Et pourquoi les Américains, pourquoi Donald Trump veut-il s'emparer de Cuba ?
Alors, Donald Trump a dit la même chose pour le Groenland, le Canada aussi. À un moment donné, c'est Panama, au tout début, s'emparer de Cuba. Il a dit je peux faire ce que je veux, je vais avoir Cuba. Comment, je ne sais pas encore. Ça remonte, à mon avis, et on parlait plutôt de la fameuse doctrine Monroe, la doctrine Donroe, cette possession, ce désir de possession. À signaler que les dernières sanctions américaines ont été annoncées le jour anniversaire de l'indépendance cubaine en 1902, sauf que l'indépendance cubaine, à l'époque, elle était sous tutelle américaine encore. Il y avait l'amendement Platt qui autorisait les États-Unis et autorise encore les États-Unis, théoriquement, à intervenir dans les affaires cubaines quand ils le veulent. Et ça a donné la base de Guantanamo. Alors, les Cubains redoutent une intervention violente, brutale américaine. Mais on ne voit pas trop comment. Un enlèvement style Maduro, c'est difficile à envisager. D'ailleurs, les Cubains sont probablement préparés à ça. Raúl Castro, pourquoi? Diaz-Canel, les gens diraient, bon, Diaz-Canel, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a le comité central, il y a 115 personnes derrière, le politburo. Il n'y a pas de Delcy Rodriguez à Cuba que je sache. Et personne ne voit qui ça pourrait être, négocier quelque chose. Non, alors une invasion, ou ça, une baie des cochons numéro 2, ça n'a pas de sens non plus. Pour prendre quoi? Il n'y a pas grand-chose à Cuba. Ce qu'il y a de concret à Cuba, ce qu'il y avait, c'est le tourisme. Et on peut peut-être se mettre dans la tête de Donald Trump, qui voit toutes ces plages cubaines, cette infrastructure touristique qui est quand même assez exceptionnelle. Oui, et ça contribuait à l'économie cubaine de façon très, très importante. C'est le deuxième poste d'entrée de devises, ou le premier peut-être. Et là, c'est complètement à l'arrêt maintenant. Alors, on voit ces hôtels vides et tout. D'ailleurs, les Cubains disent, ah oui, on a construit tous ces hôtels parce que l'armée, Gaesa, prévoyait avoir 7 millions de touristes. Après la visite d'Obama, quand il y en avait 4 millions. L'an dernier, il y en avait 1,5 million, puis maintenant, il n'y en a plus du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prendre à Cuba? Alors, c'est difficile à croire, mais il y a un sentiment de crainte. On redoute quelque chose de vague, mais de violent, malheureusement. Margot François, on parlait tout à l'heure de la liberté d'expression. Elle a quand même encore ses limites à Cuba, puisqu'il y a 700 prisonniers politiques. Cuba occupe la 160e place sur 180 dans l'indice Reporters sans frontières en 2026. Voilà, Cuba reste un pays autoritaire. Alors oui, il y a toujours un système de surveillance. Moi, je sais de sources sûres que des gardes sont organisés à l'Institut cubain de radio et télévision pour monitorer, surveiller les réseaux sociaux et voir ce qui se dit dans la gronde populaire généralisée. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils font de ces informations, mais on parlait de youtubeurs ou de personnes qui s'expriment en ligne qui sont ensuite arrêtées. Les dissidents sont aussi parfois pas arrêtés, mais assignés à résidence sans Internet, donc ils ne peuvent plus s'exprimer. C'est une manière de contourner un peu, de fausser les statistiques sur les prisonniers politiques. Mais cependant, il n'y a pas de réelle opposition politique, dans le sens où, de toute façon, on ne peut pas se constituer en parti politique à Cuba. On ne peut pas avoir la liberté de se réunir non plus, ne serait-ce que souvent pour faire des associations, je sais pas, féministes ou en soutien ou pour prendre soin des animaux errants. Ça a resté interdit jusqu'il y a très longtemps. Et puis les médias indépendants qui ont commencé à voir le jour avec l'arrivée de la connexion mobile ont été interdits par la suite par un effet de rattrapage légal. Donc ça reste très difficile d'apporter une voix alternative à Cuba, publiquement en tout cas. Merci Margot François d'avoir été avec nous. Merci Jean-Michel Leprince d'avoir été en duplex depuis la Colombie. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés.